Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de Ici Paris Île-de-France, épisode 24 aujourd'hui. Et nous sommes à 3 jours, moins de 60 heures, du combat des géants un peu boiteux en Ligue des Champions PSG Manchester City. Ça fait envie, ça fait saliver et je dois vous faire un petit aveu. Hier soir, dans mon petit canapé, après m'être fait quelques épisodes de Twin Peaks, je me suis dit, tiens, je vais me regarder Ipswich Town face à Manchester City, les Tractor Boys face à Manchester City, les Citizens. Alors oui, 6-0, alors oui, les analystes nous ont dit, Paris tremble avec ce score. Franchement, Ipswich Town, ils ont ouvert le jeu, c'était porte de saloon, ils ont attaqué comme des dératés. Alors tu m'étonnes que derrière, City s'est fait plaisir. Bravo à eux, ils l'ont emporté. Mais très franchement, après avoir vu ce match, j'ai pas envie de trembler. Non, j'ai pas envie de trembler face à cette équipe de Manchester City. Je pense très franchement que Paris peut regarder dans les yeux cette équipe de Manchester City. Je vois les débatteurs qui sont déjà en train de me faire des gros yeux et je sais que dans 4 jours, dans 72 heures, vous me ressortirez cette vidéo en disant Salomon, gros cogno, tu t'es mis dedans. Mais ça, c'est pas grave, j'assume. Ici, c'est la tribune 100% PSG. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, un mini débrief bien évidemment sur le match du week-end. Victoire à Lens, 2-1, couplé avec la défaite de Monaco et le nul de Marseille. C'est toujours la faute de l'arbitre qui s'est planté face à Strasbourg. Voilà donc Paris désormais après la 18e journée de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. On va dérouler le j'aime pas bien évidemment. Puis on échangera autour du retour dans la lumière de Bradley Barcola. Ça c'est une excellente nouvelle. Si on se rappelle, Coupe de France et championnat, il a marqué puis fait des passes décisives. Et puis on plongera bien évidemment dans la Ligue des Champions et le Mercato. Paris est-il prêt d'ailleurs pour affronter Manchester City? Je me suis emballé dans les titres, mais est-ce que les débatteurs sont d'accord? Et puis côté Mercato, on va parler de Gvarat, c'est fait, mais est-ce vraiment une bonne pioche? Et puis on va parler et tenter de décrypter ce prêt qui est en train de capoter. Paris est-il le seul fautif dans le dossier Randal Kolo Muani, qui pour l'instant n'a pas signé à la Juventus Turin parce que il y a trop de prêts à l'étranger du côté du PSG. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Marc Méchénois et Julie Yalab, journalistes indépendants. Salut les amis. Salut. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Et enfin, Matt Ford, Nice Matin au foot. Salut Matt. Salut. Bienvenue. Les amis, on en a parlé dans les titres, bien évidemment, on est à quelques heures du match de Manchester City. Juste petit tour de table, petite mise en bouche. Est-ce que vous êtes hypé par cette rencontre? Est-ce que vous avez envie d'y être là à mercredi? Marc? Bah ouais, c'est le tournant de la saison, je crois. C'est le tournant de la saison? Ouais, carrément. Moi, je pense sincèrement, je crois qu'en fait, si tu gagnes, déjà, tu donnes une bouffée d'air importante. Et puis en plus, tu joues une des meilleures équipes d'Europe, même si elle a traversé une période difficile. Pour moi, ça reste une des meilleures équipes d'Europe. Et ça va te permettre de te situer. Et puis en fait, et puis en plus, tu es un peu sous oxygène parce que ta saison, derrière, elle prend, si tu te foires, elle prend une autre tournure. Donc, ouais, moi, je suis impatient de voir ce match. Est-ce que tu es impatiente aussi, toi, Julie, pour cette rencontre? Ouais, moi aussi, je suis impatiente. Ça veut pas dire que je suis confiante, mais en tout cas, je suis impatiente parce qu'on en parle depuis longtemps. C'est un match crucial. Et deux équipes qui vont pas hyper bien non plus, Paris en Ligue des Champions et City ces derniers mois. Moi, franchement, ça me hype, j'ai hâte. Et toi, Matt, pour finir ce petit tour de table, comme ça, on en reparlera, bien évidemment. On va faire d'abord le j'aime pas. Mais toi, cette confrontation entre le 22e et le 25e de cette poule unique de Ligue des Champions? Hypé, je sais pas, mais je suis curieux de voir comment on va gérer ce rendez-vous parce que pour une fois, j'ai l'impression il y a beaucoup moins d'hystérie ou de surexcitation de notre côté. Après, c'est comme l'a dit Marc, si la pièce tombe du mauvais côté, c'est sûr qu'après l'hystérie va reprendre. Mais je trouve que là, pour l'instant, jusqu'à mercredi, dans la préparation de ce match depuis 5-6 semaines, parce que c'est ce match que tout le monde a en tête, il y a une forme de sérénité autour du club qui est assez rare, et il faut le souligner. Donc on prépare ça plutôt, je trouve, dans
dans un calme relatif. Et ce sera bien évidemment un match à suivre sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, émission spéciale de 20h à minuit avec Pia Clément, avec Eric Rabé-Santana et avec vous bien évidemment au 01 42 30 10 10. N'hésitez pas à nous mettre des messages sur la vidéo sur YouTube puisque vous nous rejoignez de plus en plus nombreux sur YouTube, la page France Bleu, et mettez-nous des messages, savoir si vous aussi vous êtes excités et donc hypés par cette rencontre entre le PSG et Manchester City. On va en parler en deuxième partie de ce podcast. Pour l'instant, on va juste mettre le nez dans le moteur du week-end. On le rappelle, le PSG est encore largement en tête. Tout le monde s'était dit que Marseille allait pouvoir un peu coller. Ça ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, un partout pour Marseille face à Strasbourg. Défaite de Monaco face à Montpellier, c'est improbable. Et donc le Paris Saint-Germain qui est allé gagner à Lens 2-1. Ça a été chaud, ça a été compliqué. Il a fallu attendre du Fabian Ruiz, il a fallu attendre du Bradley Barcola pour s'imposer. Au final, 2-1, un peu à l'arrache, mais ça passe pour le Paris Saint-Germain qui a clôturé finalement sa séquence avant City par une nouvelle victoire. On rappelle que face à Espali, ça a été aussi compliqué en Coupe de France avec une victoire 4-2 absolument improbable face à une équipe de National 3. Les amis, j'aime pas, vous avez l'habitude, c'est une habitude dans ce podcast audio qu'on peut aussi retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Je veux juste un j'aime ou un j'aime pas, parce qu'après derrière on va parler Mercato et Manchester City. J'attaque avec toi. Julie, qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé dans cette rencontre? Tu as le droit à un seul choix. Moi, c'était quoi? Soyons positifs. Ah Je oui, crois que c'était Warren Zaïre-Emery. Donc, c'est même pas par rapport à son match, c'est juste le fait qu'il ait atteint son 100e match avec le PSG à 18 ans. Je trouve que parfois, on a tendance à banaliser un petit peu. Et on est peut-être un peu dur avec Warren. Franchement, faire ça alors qu'il a même pas 19 ans, moi, je trouve ça incroyable. C'est devenu le plus jeune, en plus, à atteindre ce palier. Donc, voilà, même s'il a des moments où il est moins bon, même si c'est moins bon depuis quelques semaines, je trouve quand même que ça se souligne. Et moi, je suis contente qu'un Titi, qu'on puisse le garder, surtout qu'il a l'air d'être compatible avec Luis Enrique. Luis Enrique lui fait confiance. Donc voilà, c'était juste pour souligner. C'est rapide, mais au moins... Moi, je trouve que c'est important, effectivement, de le souligner, même si quelquefois Luis Enrique lui fait faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire le mettre partout sur le terrain. Bientôt, il va finir gardien de but, notre Warren Zaïre-Emery. Je voudrais juste faire un peu de pub pour les copains du Parisien. Notre Kényan, vous le connaissez désormais, c'est Benjamin Quarez, qui nous écoute toujours en courant. Aujourd'hui, il a interviewé le papa, Franck Emery, dans le Parisien. Et franchement, très sympa d'avoir un parent qui vient un peu parler de son petit loup qui est passé de tout petit à adulte et adulte confirmé sur un terrain. 100 matchs, c'est pas rien pour un joueur de moins de 19 ans quand même, Marc. Ouais, je suis d'accord et je trouve qu'on a parfois été dur avec lui. Mais en fait, c'est pas qu'il est moins bon, je pense, c'est qu'il est moins exceptionnel. Ce qu'on a vu dès le départ, c'était frais, c'était nouveau et ça nous emballait parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Titi placer la barre aussi haute, avec autant d'entrain. Alors après, il y a eu quelques petits pépins physiques, il y a eu une accumulation de choses à digérer. Et ouais, c'est un peu moins exceptionnel, mais je trouve quand même que ça reste toujours très, très solide et globalement constant, Warren Zaïre-Emery. Du côté de Espali en Coupe de France, enfin c'était à Clermont-Ferrand, Matt, la maturité du garçon dans un marasme et dans une équipe qui est en train de couler, c'est lui qui vient égaliser, c'est lui qui est un peu en train de surnager. Il est quand même pas dur au-dessus du lot, mais c'est une vraie fierté. Ah oui, ça c'est une fierté quand tu as un petit jeune de ton centre de formation en plus qui est lié à la plus belle ville de Seine-Saint-Denis, et Dieu sait qu'il y a de la concurrence. Montreuil, donc. Ouais, évidemment. Non, mais comme l'a dit Marc, c'est vrai en fait, c'est surtout son début d'année dernière qui était tellement exceptionnel. Je veux dire, en 3 mois, il y a des prestations incroyables contre Milan, ce but à Dortmund, première convocation à l'équipe de France où il marque très vite, mais il se blesse. Enfin, il y avait une espèce c'était presque démesuré autour de lui, et il n'avait rien demandé et il fallait l'assumer. Et donc peut-être qu'on en a attendu à un moment donné peut-être trop de lui, et en oubliant qu'il avait 17 ans, que c'était pas un joueur qui avait vocation à te marquer 50 buts par an, à prendre une équipe sur son dos. Et en fait là il est peut-être pas rentré dans le rang, mais il est devenu presque plus normal. Mais on se rend compte aussi que sa normalité elle est très haute et que c'est un joueur extrêmement précieux, utile, que tu peux faire jouer à plein de postes différents, qui a une intelligence tactique
qui est capable de compenser plein de choses différentes. Et c'est un joueur fondamental dans cette équipe. C'est bien que ça ne soit pas le meilleur joueur de cette équipe parce que ça aurait été anormal sur le niveau de l'équipe. Mais c'est un joueur tellement utile et qui a l'air d'être frais. Et voilà, profitons-en. Et surtout qui aime ce club, pour le coup, on sent que c'est un vrai amoureux de son Paris Saint-Germain. Et juste message à Luis Enrique, arrêtez, coach, s'il vous plaît, sur le côté latéral droit, ou en tout cas sur ce couloir En droit. phase défensive. Ouais, en phase défensive. Merde. Bon, Marc, c'est à toi pour ton j'aime ou ton j'aime pas. Moi, en bon râleur. Waouh, mon ronchon. Non, mais non, parce que si j'avais un j'aime, c'était Bradley. Moi, On va y revenir. Voilà, On va en parler. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors, mais j'avais 2 j'aime pas. Alors, je vais prendre Didio. Je sais pas s'il était prévu au programme de Matt. Je crois que tu l'as piqué à Matt, mais c'est. Alors non, c'est pas grave. je vais partir sur mon deuxième, puis je vais laisser à Matt. Moi, c'est ce qui m'agace en ce moment, c'est j'ai vu plein de gens s'agacer là-dessus, c'est que Paris fait pas un bon match hier, mais en fait, il gagne toujours. Et la faiblesse de la Ligue 1 la rend ce spectacle ennuyeux, rend ce spectacle. Heureusement qu'on a ce petit match là qui nous arrive en milieu de semaine pour pepser un peu le truc, mais il y a plus de challenge. Il y a pas de challenge pour ce PSG en Ligue 1. On pensait Monaco, on pensait que Marseille pourrait faire le match, et en fait, personne n'arrive à suivre. Et les échéances importantes ne sont pas encore là, c'est-à-dire il n'y a pas de huitième de finale de huitième de finale de Ligue des Champions, et PSG déjà 9 points d'avance sur Marseille, on a 15 sur Monaco, et en vrai on peut se le dire sans vraiment forcer, et je trouve ça extrêmement inquiétant. Et j'étais pas du tout de la team la Ligue 1 est trop faible pour le PSG ces dernières années, parce que je trouvais que le Paris Saint-Germain dans les grands rendez-vous performait pas spécialement. Des grands rendez-vous de la Ligue 1, j'entends. Mais ça y est, j'ai rejoint cette équipe des gens qui trouvent que la Ligue 1 est trop faible pour le Paris Saint-Germain et ne le tire pas vers le haut sur la scène européenne. Julie, alors juste petite anecdote pour expliquer. À la sortie du match, Thomasson donc de Lens a été questionné 8 minutes à 9 minutes de zone mixte quand on travaille au Paris Saint-Germain, et quand on suit le Paris Saint-Germain, 9 minutes, ça nous, on n'est pas bien. Et donc il y a un journaliste de Lens qui fait vous n'avez pas l'impression d'avoir affronté quand même l'équipe du Paris Saint-Germain la plus faible depuis des années? Et en gros, Thomasson, il dit, ouais, mais bon, ils réagissent encore et ils gagnent encore. C'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression d'être quelquefois un peu à l'arrache, mais ça passe encore, quoi, pour le PSG, Julie. Où je rejoins Marc, c'est que c'est vrai qu'on s'embête, en fait. Moi, c'est ça c'est quand on se met devant le PSG, la première mi-temps, franchement, elle est cataclysmique. On se fait chier, désolé du terme, mais franchement, on s'ennuie. 1 euro dans la boîte à sous. Désolé, ouais, je les mettrai tout à l'heure. Mais franchement, on s'embête, et surtout quand c'est le dernier match avant la Ligue des Champions, où on a aussi besoin de se rassurer un petit peu. Donc quand on voit la première période, on se dit bon. Et après, moi, il y a d'un autre côté où je me dis ces matchs-là, on les perdait à certaines périodes parce que t'es pas dedans et que tu passes à côté d'une mi-temps. Donc au mieux, tu t'en tires avec un nul. Mais très souvent, on les a perdus, ces matchs-là. Donc moi, j'ai envie de me rassurer en me disant oui, c'était nul, mais au final, tu prends les 3 points et tu as fait le trou en Ligue 1. Donc quand il y aura peut-être l'élimination en Ligue des Champions dès janvier, tu as un petit matelas qui te permet, même si tu as une petite déprime post-Ligue des Champions, d'avoir un peu d'avance sur les concurrents. De digérer, effectivement. Ouais, moi, ce que je voulais pas saluer, ce que je voulais souligner, c'était pas tant le niveau du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut saluer le fait que Paris gagne même dans la douleur, surtout dans une période où il y a des matchs qui s'accumulent tous les 3 jours. Moi, c'était surtout qu'en fait, il y a juste dire qu'il n'y a pas de challenge pour ce PSG sur la scène hexagonale, en fait. Il n'y a pas de challenge. Effectivement, c'est à souligner. Et ça devient donc ennuyeux. Et puis Lens, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, c'est une équipe costaud, où on se dit, voilà, ça aurait pu embêter le PSG. Ça l'a fait en première période, mais au final, tu te rends compte qu'il y a une marge qui est beaucoup trop grande, même en étant pas bon, quoi. Lens qui est de moins en moins sympathique, à tout le temps râler, puis à mettre des coups dans tous les sens. À l'époque, j'aimais bien le côté un peu agressif. Tant mieux. Ouais, mais agressif, mais là, mais c'est parce que je les trouve bêtes et méchants, en fait. Les Parisiens sont trop gentils aussi. Ah bah, ça manque un peu de caractère aussi. Ça, je te le confirme. Heureusement qu'il y a le Géorgien qui arrive. Non, mais il y a un moment, en fait, il faut aussi que l'adversaire, tu vois, il te pousse dans tes retranchements. Eux, ils jouent avec leurs armes. Tu as bien vu, tu vois bien que techniquement, cette équipe du PSG n'a pas besoin de forcer à aller au-dessus du lot. Bon, tu vas jouer avec tes armes. C'est un peu de densité physique, du combat, un peu de
vis aussi. Et Canguilhem, je pense qu'il a bien appris samedi. Ah, Machado, là, il a le tampon qu'il a pris, effectivement. Malansar aussi, il est venu lui Ouais, il y a chatouiller un quelques peu. petites Malangsar, vidéos, il y a même un penalty sur la faute de Malangsar sur Canguilhem. Mais comme il n'y a personne qui râle au PSG, il n'y en a Ouais, pas un c'est ça. qui va au milieu de terrain pour essayer de chauffer un peu l'arbitre. Ça sert à rien. Matt, avec toi, on termine. Ce petit tour de table rapide, c'est pour revenir sur Lens. J'ai un peu dévoilé ton j'aime pas, mais parce que t'as failli te le faire chipper, mais t'as vu, hop, j'ai défendu, et c'est pour toi. Il est confraternel, mon Marco. Voilà, merci. Il regarde pas les messages surtout. Ouais, Sur la conversation WhatsApp. j'avoue, j'ai mis en silencieux. Allez, bon Matt. Personne ne remarquera que Fabien Ruiz a encore mis un but, hein, cette immense tanche. Ouais, Non, bah, je t'invite à écouter le but sur notre antenne. Et donc je suis content pour le Paris Saint-Germain. Et juste derrière, je dis, il est nul, mais il marque quand même. Bref, oui. c'était terrible. Son match était terrible ce samedi, vraiment. Et Bon, tant après, mieux, il marque. ils étaient tous terribles. On va encore taper dessus, mais il m'a fait flipper encore Didio. Hein. C'est terrible. Hein. Même s'il y a une parade je crois que je sais plus si c'est à 0-0 ou un partout de Donnarumma qui sur Gradit qui est assez importante, mais bon, déjà, ce qu'il fait sur le premier but, c'est pas très clair, mais ce qu'il fait sur le but de Enzola refusé pour hors-jeu, c'est catastrophique. Ouais. Tu sens vraiment, il y a encore une fébrilité incroyable en lui, qui est peut-être pas aidé par un Lucas Hernandez qui est vraiment en grande difficulté physique parce qu'il revient de blessure et tu sens que même un match de Ligue 1, ça devient compliqué pour lui, mais Didio, franchement, c'est extrêmement flippant. Et l'avantage, c'est qu'on avait pu voir que Arnaud Tena, c'est une tanche aussi contre les amateurs en Coupe de France. Et aujourd'hui, tu te rends compte que limite, le plus sécurisant de nos trois gardiens, ça serait le Russe, qui est pas très fort non plus. Et ça rouvre vraiment le débat éternel qu'on relance toutes les semaines ici. C'est vraiment la prolongation. Il faut absolument ne pas continuer. Il faut la déchirer, la brûler. Et puis voilà, faut acter que ce gardien ne doit pas prolonger, qu'il ne doit pas partir cet été. Et il faut aller chercher un numéro 1 parce que là, tu sens vraiment qu'il y a... C'est sa 4e saison au club quasiment. Et on est encore en train de faire des débats sur lui. Maintenant, c'est sur des matchs de Ligue 1. C'est plus possible, quoi. Pour la prolongation, Marc, on rappelle que tu es un insider bien informé sur ce qui se passe en coulisses au Paris Saint-Germain, sur les contrats et autres, et tu t'occupes beaucoup des transferts. Il y avait un contrat qui était prévu, il y a eu des négociations qui avaient été entamées des discussions en début de saison. Fin de saison dernière. Ouais. Et pour l'instant, et depuis, rien. Il se passe plus rien. C'est au point mort. Je pense que le clan Donnarumma, ils avaient aussi pour objectif d'observer l'arrivée du nouveau gardien et comment Didio allait être challengé. Et il y a quelques signaux au cours de la saison, notamment la titularisation de Safonov au Bayern, qui ont amené en fait à refroidir complètement les tractations, les pourparlers qu'il y avait entre les deux parties, au point que au final, pour le moment, c'est point mort. Est-ce que Luis Enrique, je te pose la question aussi à Julie, mais est-ce que Luis Enrique n'est pas fautif dans cette histoire avec Donnarumma ? C'est-à-dire que Safonov, Donnarumma, Arnaud Tenas, ils ont tous les genoux qui tremblent, il y a toujours un truc qui ne va pas. Je sais pas, Julie, mais... Pourquoi ce serait de la faute de Luis Enrique ? C'est lui qui a mis cette espèce de... tu vois, avoir un gardien titulaire, dans tout club normal, tu as un gardien titulaire, et puis après, derrière... Oui, mais alors si Donnarumma boude parce que Safonov a été titulaire face au Bayern, franchement, après, soit bon. Moi, c'est ça, le problème, c'est qu'au PSG, on a toujours eu des problèmes de gardien, mais là, les trois sont mauvais. Donc, si Luis Enrique avait un projet tenace, ce qui est bien, c'est qu'il a pu l'enterrer en le voyant en coupe parce qu'il n'est pas beaucoup mieux que les deux autres. Moi, franchement, ça me fait peur parce que ton gardien, il est là pour te rassurer. Il n'y en a aucun qui est rassurant. Didio, encore une fois, même s'il fait 2 grosses parades à la fin, c'est le 94e, là, c'est le minimum en fait, parce que sur le but, il se met à la faute, sur le but refusé aussi, il se met à la faute. En fait, il y a un problème, c'est qu'il faut qu'on se sépare des trois. Est-ce que c'est déjà arrivé dans un club de se séparer des 3 gardiens ? De tout refaire, c'est un peu compliqué, hein, je pense. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu as mis 20 millions d'euros sur un gardien cet été et qu'aujourd'hui, tu sais, en fait, on ne sait pas ce qu'il peut en faire, ce qu'il veut en faire. On ne sait pas s'il correspond vraiment au logiciel Luis Enrique, même si je pense que c'est un mec qui travaille très fort à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'il y a une interrogation, puis on entend revenir le nom de Lucas Chevalier pour l'été prochain.
Ouais, moi cette gestion, c'est pas tant la gestion de Luis Enrique qui m'interpelle, c'est la gestion de la direction sportive en fait aussi. C'est qu'est-ce que tu as voulu faire, est-ce que tu as pris le gardien qu'il te fallait, parce qu'en fait c'est Safonov et Donnarumma, quand on interviewe des spécialistes du poste, ils finissent par nous dire qu'ils ont des qualités assez similaires, que Safonov est plus proactif que Donnarumma, mais que Donnarumma est plus fort sur sa ligne, mais que dans le jeu au pied, ils ont des qualités assez similaires. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que si tu challenges Didio avec un gardien comme c'était le cas avec Keylor Navas, qui pour moi était meilleur, je comprends. Là, j'avoue, tu le challenges avec un mec qui est même pas meilleur que lui. C'est vrai que ça peut poser problème dans la tête de Didio. Là où je te donne peut-être raison. Marc. Moi, je voulais revenir sur le match de samedi. En effet, il y a des parades, il y a cette parade à la fin, mais il y a le but de Enzola et le deuxième qui est refusé, où j'ai été interpellé par le fait qu'il ne lise pas l'endroit où allait arriver le ballon, où il n'anticipe pas avant. C'est-à-dire que quand Enzola il marque, c'est le seul endroit où il peut tirer, c'est sur sa gauche. Ouais. C'est pas anticipé. C'est pareil pour le débordement face à Lucas, où il marque et le but est refusé. C'est pareil, l'espace est anticipable. Il y a un moment où il faut que tu bloques un côté et tu le fais pas. Et donc j'ai un peu l'impression que, en plus de tous les défauts qu'on a pointés, il y a quand même un problème de lecture des choix potentiels des joueurs chez Didio. Ça, c'est la première chose. Et de deux, je l'ai trouvé très peu sûr dans beaucoup de ses interventions. Et ce qui me questionne, c'est soit en fait il est plus en confiance, soit il a déjà la tête ailleurs et a un départ cet été. Et dans ce cas-là, il faut trouver un remède, quoi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore samedi soir, j'ai pesté sur les corners, pas du tout sûr non plus, défensif, où il se fait même lober un coup. Je me demandais comment on peut faire avec 1m99 plus une envergure, à limite de 2m50, de se faire lober. C'est assez improbable. Et un dernier truc, moi, ça va être un feuilleton et ça va être marrant à suivre, c'est que Didio, il a un énorme salaire. D'accord. Je crois qu'il est quasiment à 10 millions d'euros net par an. Il est arrivé libre. Et donc pour le faire sortir, ça va être une galère. Surtout quand tu n'as pas prouvé que tu étais, ces 4 dernières années, qu'au top niveau, tu étais un des, on va dire, 5, voire 10 meilleurs gardiens d'Europe. Plus avec ce niveau de salaire, soit tu acceptes de réduire tes prétentions pour rebondir dans un top club, soit tu fais une fin de saison de feu, quoi. En tout cas, en parlant des anciens gars. Surtout, en plus, il n'a pas des marchés incroyables pour lui, parce que vu ses lacunes dans les airs et au contact, tu sais que la première ligue, ça lui est fermé. Son salaire, ça lui ferme l'Espagne. Là, on parlait d'un retour à l'Inter pour un mec formé au Milan. Vu comment il est parti du Milan, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Mais le salaire, vu la grille salariale de l'Inter Milan, il faut qu'il divise limite par 2. Ils ont un système d'impatriation qui leur permet de retomber un peu sur leurs pattes. Mais parce que 10 millions, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mecs à l'Inter qui touchent 10 millions. Et puis, comme tu l'as dit, il sort de 2 saisons, 3 saisons et demie, où à chaque fois, c'est en dents de scie. À moins qu'il termine en turbine feu, j'ai du mal. Ça va être un vrai sujet compliqué à sortir, mais comme Skriniar, comme Asensio, comme Colomwani, des mecs qui ont 10 et 12 millions de salaire annuel et qui sont très moyens, tu te rends compte aujourd'hui, il n'y a plus de marché pour eux, quoi. En tout cas, on suivra bien évidemment. Et Didio Donnarumma, on espère qu'il va se mettre les doigts dans la prise pour le match de mercredi, bien évidemment, face à Manchester City. On va en parler dans quelques instants. Tiens, il y a une petite info. Je ne sais jamais comment on prononce le nom de ce club, mais en tout cas, sachez que Keylor Navas, ça vient de tomber là. Keylor Navas, le Costa-Ricain, a trouvé un accord de principe avec un accord verbal avec le club argentin des Newell's Old Boys, voilà. Ouais. Newell's Old Boys. Le club de Lionel Messi. Et oui. Et de Maurizio Pochettino. Voilà, donc normalement, du coup, de ses 38 ans, il va signer pour une saison, notre ancien gardien, le portier Keylor Navas. Les amis, on va parler d'un garçon qui, sur la semaine dernière, a fait une passe D en Coupe de France, une passe D en championnat, plus un but en Coupe de France. Libérateur, le but de la victoire, le but qui a fait basculer le match face à Espali, et le but de la victoire aussi face à Lens, c'est bien évidemment Bradley Barcola. Bradley Barcola, le réveil
au bon moment? C'est la question, en tout cas le thème de cette petite... allez, on va passer 4-5 minutes autour de Bradley Barcola, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a repris la tête du championnat des buteurs. Ça faisait plus de 2 mois en Ligue 1 qu'il n'avait pas marqué le moindre but. C'est quand même énorme pour un joueur comme lui. Est-ce que c'est le réveil au bon moment, Mathieu, pour Bradley Barcola, pour qui on se faisait quand même un petit peu de soucis, hein? Je n'ai pas l'impression qu'il soit spécialement. Enfin, il est mieux, mais c'est encore un joueur, tu sens, qui est dans le doute, qui n'a pas retrouvé sa flamboyance du début de saison. Parce que contre Lens et Espali, il ne fait pas non plus de match exceptionnel, mais il y a du mieux, parce qu'il a vraiment été très, 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 très bas début janvier et puis décembre, quoi, où il passait plus un dribble, il n'arrivait à rien. Là, on l'a retrouvé un peu de flamboyance, d'appel, de choses un peu décisives, donc ça va lui faire du bien. Après, je suis content que l'arrivée de Kvara soit là, parce qu'il va avoir enfin de la concurrence, parce qu'il n'en avait pas du tout, et ça va le forcer à élever son niveau de jeu. Et puis c'est aussi ça, le football est de haut niveau. Mais maintenant, ce qui pourrait lui faire du bien, c'est de marquer en Ligue des Champions, parce qu'à part contre la Sociedad il y a bientôt un an, il n'a jamais marqué en Ligue des Champions. Donc mercredi, il a une immense opportunité de enfin clore le débat et de montrer qu'il est un joueur de ce calibre, et ça ferait du bien à tout le monde. Face à Lens, une frappe un peu lourde. En tout cas, il a mis tout ce qu'il avait dans le pied. Quand tu vois un peu la rage qu'il a derrière, il hurle. Ses coéquipiers, même sur le banc, tout le monde est heureux pour lui. On va le féliciter. Tu sentais quand même qu'il y avait une espèce de poids quand même au-dessus de sa tête, Julie, à Bradley Barcola. Oui, et en plus, il avait laissé entendre que c'était peut-être un problème mental. Enfin, Ah bah tiens, tu sais quoi, on s'est pas préparé, mais on va l'écouter bah justement sur le parfait. problème mental, et après je te reprends. Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut être pas bien, il n'y a pas que le foot dans la vie, donc c'est sûr que je traverse des moments plus difficiles que d'autres. Et moi, j'essaie de me remettre à fond dedans et penser à 100% au football et voilà, de me donner à fond pour retrouver ce niveau-là. En tout cas, il retrouve un petit peu la lumière, donc. Ouais, et puis on a tendance un peu comme Warren à oublier qu'il est jeune, Bradley, donc il a eu peut-être effectivement une période personnelle compliquée qui s'est ressentie sur le terrain, même si c'est pas flamboyant comme il y a quelques semaines ou en début de saison. Je trouve quand même que c'est bien de le revoir aux avant-postes, tenter des trucs, même s'il rate. Après, encore une fois, il est jeune, moi je lui pardonne. Après, contre City, ce sera un autre niveau. Donc, est-ce qu'il sera capable de monter d'un cran aussi pour être bon contre City? C'est un autre débat. Mais si ça va mieux sur le terrain, c'est que peut-être que dans sa vie perso, ça va mieux aussi. Donc, je pense qu'on va continuer sur la bonne lancée. Est-ce que ces 2 buts et 2 passes D peuvent vraiment lui permettre de reprendre des couleurs, ou est-ce que le mal est plus profond? Il va falloir encore attendre un petit peu pour retrouver le super Barcola, Marc? Bah, moi, je pense que ça lui permet déjà de retrouver des statistiques. Et pour moi, c'était pas tant ça le problème des derniers mois, même si c'était un problème. C'est juste qu'en fait, on le voyait plus dans les matchs, on le voyait plus prendre d'initiative, on le voyait plus être tranchant. Et c'est un peu ça qu'on retrouve et qu'il était pour moi important de retrouver. Même si, voilà, dans le 1 contre 1, ça reste encore délicat. Il est bien observé, on l'a dit la semaine dernière, bien pris. Et puis lui, je pense qu'il n'a pas encore la confiance maximale pour refaire les différences qu'on lui a connues. Mais par exemple, sur la passe décisive qu'il fait à Fabian Ruiz, moi je trouvais que l'appel était hyper tranchant, que dans le duel, il se cache pas et il envoie le défenseur au tapis. Ça pour moi, déjà, ça prouve que tu refais surface. Ça, c'est la première chose. Puis le but qu'il marque, je trouve que on l'attend dans sa spéciale, enveloppée. Et là, en fait, non, il y va spontanément, il met une praline et ça passe. Donc, il y a des signes qui me font dire qu'il est en train de retrouver de la confiance, des repères, et que, ouais, il va remonter la pente. Ouais. Est-ce que je peux juste faire une petite précision? Tu as dit qu'il était en tête du classement des buteurs, il est 2e. Ah bon? Parce que son concurrent marseillais a marqué hier sur penalty. L'autre là, d'accord. Oui. Le mec qui a eu le trophée de meilleur... Donc ils sont à égalité? Non, il a 12. Il est passé devant, il est passé à 12. Ok, pardon, désolé. Non, mais je précisais simplement. Mais c'est bien de le faire, Julie. Merci à toi. Mathieu, juste une chose, par rapport... sur le match de Lens, on l'a vu, c'est l'une des premières fois cette saison où on l'a vraiment vu à droite, et spécifiquement à droite, pendant toute une première. C'est pas foufou non plus, hein?
Bon, c'est quand même là qu'il donne la passe décisive à Fabien Ruiz du côté droit. Ouais, Donc, en deuxième mi-temps, quand il se réveille, mais en première, c'est un peu plus compliqué. oui, mais en première, c'est pas son positionnement qui fait que c'est pas foufou, c'est que l'équipe entière est vraiment apathique et je pense que c'est la pire ou l'une des pires mi-temps de la saison, mais de tout le monde. Il n'y avait rien à tirer de cette mi-temps. Mais en deuxième, il commence à droite, il est pas trop mal et je pense qu'il a les capacités pour jouer à droite. Et puis l'arrivée de Guevara va redistribuer les cartes et permettre aussi d'exploiter sa polyvalence. Et moi, je préfère avoir Bradley Barcola à droite que l'infâme Lee. Hein. Donc, en l'absence de Dembélé. Donc, voilà, il remonte petit à petit la pente, il refait des choses intéressantes, il est de nouveau décisif. C'est bien parce que, comme disait Marc, c'est vrai, il y avait des matchs où il le traversait comme une ombre en décembre où tu te souvenais même pas qu'il jouait. Et peut-être que lui aussi, il paye le fait d'avoir fait un début de saison presque hors norme où tu avais l'impression que dès qu'il touchait une balle, ça finissait en lucarne, il passait tout le monde. Enfin, faut se refaire ces mois de août-septembre, c'était n'importe quoi dans le sens où tu avais l'impression que c'était Lionel Messi prime. Alors qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Et puis voilà, il découvre aussi pas mal de choses. L'équipe de France, le fait d'être un joueur majeur, ciblé, je ne sais pas s'il s'imaginait être sur une saison à 15-20 buts, alors que voilà, il est sur des stats comme ça. Donc c'est une saison d'apprentissage aussi. Mais c'est bien qu'il se remette en confiance maintenant, par contre. Ça, c'est bien. Je vais jouer les mauvaises langues. Là, je vais vous entendre tous les deux, Julie et Marc. C'est marrant. Ce réveil arrive au moment où on signe un joueur dans sa zone et dans son secteur, un certain Kvaratskhelia qui sera là. Et désormais, il va être en concurrence, Bradley Barcola. On peut Tu plus penses qu'il y a un lien, toi? Je sais pas. Je pose la question. Non, moi je suis pas certaine qu'il y ait un lien forcément, peut-être, hein, mais je le connais pas. Bradley, peut-être qu'il est challengé par ce genre de choses, mais si c'est le cas, tant mieux. Il va pouvoir apprendre aussi avec Guevara à l'entraînement. Franchement, si ça le pousse à être meilleur, tant mieux. Mais moi, je suis pas, j'ai du mal à croire qu'il y ait un lien. Je rappelle que dans l'histoire du Paris Saint-Germain, on a dû quand même acheter un Allemand à 70 millions d'euros pour réveiller André Di Maria lui, et le bouger en plein milieu d'un mercato d'hiver. C'est pour ça que je me pose ce genre de questions qui peuvent sembler un petit peu malhonnêtes. Non, moi, Marc je pense Méchénois. Moi, je pense pas, parce que cette info que le PSG veut recruter à gauche, il l'a depuis longtemps. Il le sait. Et que, en fait, pour moi, l'élément qui fait qu'il reprend un peu du poil de la bête, c'est simplement le fait qu'il y a eu une trêve, qu'il a pu se reposer, passer du temps avec sa famille. Faut savoir que Bradley, c'est le genre de personne qui, lorsqu'il y a 2 jours, il peut descendre à Lyon, voir ses parents, passer du temps en famille. Là, il a pu en passer plus. Donc, je pense qu'il a rechargé ses batteries. Il a fait, quand il break aussi. C'est un garçon qui déconnecte du football, quoi, à fond. Donc voilà, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller chercher la source de son retour un peu au premier plan. Après, évidemment, qu'il y a une arrivée qui est là, il le savait depuis longtemps et à mon avis, il s'est préparé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Bradley Barcola, on va l'attendre, bien évidemment, sur la Ligue des Champions, le moment important, parce qu'on le rappelle, cette stat qui est improbable en Ligue des Champions, nos 2 meilleurs buteurs, donc avec 11 et 10 buts, Dembélé et Bradley Barcola, ont marqué 2 bulles pour l'instant. Après 6 matchs de Ligue des Champions, eux n'ont pas marqué le moindre but dans cette Ligue des Champions. Donc on va bien évidemment en parler. On va faire une petite chose avec vous. On a parlé de Kvaratskhelia, on va en parler maintenant, ça a signé. Et ensuite derrière, petite pause et après... On se fait plaisir sur Manchester City. On va pouvoir s'étaler sur Manchester City. Petite match mercato avec vous, les amis. Et on va parler de cette signature. On le savait, lundi dernier, on était déjà quasiment sûr que c'était fait. Mais désormais, on va se poser la question de savoir si Kvaratskhelia est la bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Julie, ton ressenti, ton avis, on rappelle, il a signé 4 ans et demi jusqu'en juin 2029 avec le Paris Saint-Germain. Il ne pourra pas jouer la Ligue des Champions. Il faut attendre que le PSG se qualifie peut-être pour les barrages pour l'avoir en Ligue des Champions, notre Géorgien. Alors déjà, le fait que ce soit un joueur désiré visiblement depuis très longtemps par Luis Enrique, c'est une très bonne chose parce que le coach, je pense, sait ce qu'il veut en faire.
visiblement, il devrait être Luis Enrique compatible, vu qu'il le veut. Et après, sur le profil du joueur, il est technique, il est hyper polyvalent. Je pense que c'est typiquement le genre de profil qui plaise qui plaît à Luis Enrique, donc tant mieux. J'imagine que comme pour tous les autres, il va essayer de le mettre un petit peu partout, même si à la base, il est recruté comme ailier gauche. J'ai du mal à voir du négatif dans cette signature parce que Luis Enrique le veut. Donc j'imagine qu'il sait ce qu'il veut en faire et bah, moi, ça me réjouit. J'ai hâte de le voir commencer. Petite anecdote lors de la conférence de presse d'après-match pour le match du côté de Lens, Luis Enrique, avant d'attaquer à parler de Kvaratskhelia, il s'est retourné vers le communicant du Paris Saint-Germain pour dire une conférence de presse a été faite ou on peut en parler, comment ça se passe, est-ce qu'il a été présenté à la presse, et puisque c'est en fait depuis Lionel Messi, plus aucun joueur n'a été présenté au Paris Saint-Germain. J'en avais un, moi. T'en avais un ? Ouais, Jorginho Wijnaldum qui était venu un jour. C'est vrai. Et sur une conf. Sur une conf, ouais, qui était venue être présentée, c'était au tout début de la saison. Et en fait, la conf a duré 4 questions parce que les micros ne marchaient pas. C'est vrai, exact. Et il s'est énervé d'ailleurs. Il était un peu agacé. Il était un peu agacé, effectivement. Et ça a coup, lancé parfaitement sa saison au Paris a... Saint-Germain. Complètement. Effectivement. C'est bon de se le rappeler. Effectivement, je me rappelle de sa tête énervée avec les questions qui n'arrivaient pas. C'était un peu particulier. On va l'écouter, Luis Enrique. Justement, c'est pour ça que je vous ai annoncé cette petite anecdote. Luis Enrique sur Kvaratskhelia. Creo que es un jugador que llevamos desde que estamos aquí con la intención de ficharlo. C'est un joueur qu'on voulait recruter depuis le début. Il a absolument tout ce que l'on recherche. Il a une expérience acquise dès le plus jeune âge. Il a beaucoup de personnalité. Il sait dribbler, marquer des buts. Il fait les efforts défensifs. C'est vraiment un bon renfort et ça améliore un effectif qui est déjà très bon. C'est une excellente recrue qui va pouvoir le démontrer, je l'espère, au fil des ans. A lo largo de los años lo pueda demostrar. Bon, bah là, il l'a mis bien. C'est une excellente recrue. On comprend qu'il l'attendait, Marc. Ouais, bien sûr. C'était quelque chose qu'ils ont. Enfin, c'était une de leurs priorités de recrutement et la priorité du secteur offensif l'été dernier. Très vite, Naples avait refermé en fait la porte et eux, ils avaient même quasiment pas fait d'offre. En fait, ils avaient échangé de manière orale, mais pas fait d'offre officielle l'année dernière. Voilà. Après, moi, je suis content de voir ce genre de recrue arriver au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est le standing de recrue que le Paris Saint-Germain doit faire. Si on est dans un projet sans star, au moins avoir des joueurs qui ont des références au très haut niveau et peut-être être en concurrence avec des top clubs européens sur certains profils. Je pense Joao Neves, cet été, on était en concurrence avec d'autres top clubs européens. Sur Safonov, je suis moins sûr, par exemple. Ça, c'est sûr, voilà. Les personnes du côté de Krasnodar qui l'avaient forcément repéré pour venir dans un gros club comme le Paris Saint-Germain. Je me retourne vers toi, Mathieu, sur... Voilà, c'est fait, on en a parlé la semaine dernière, je le sais, mais en plus, je trouve que ça a été plutôt bien bouclé. C'est-à-dire que ça a été annoncé, on a bien compris, tout était prêt. Seul, pour le PSG, c'est quand même une bonne pioche sur le papier. Ah bah oui, de toute façon, quand tu mets autant d'argent sur un joueur qui est convoité depuis plusieurs mercatos, c'est pas un joueur qui sort du chapeau, quoi. C'est un profil qui a été validé, sur lequel le club, la direction sportive et l'entraîneur lorgnent depuis de longs mois. On a pu le voir à l'Euro, on a pu le voir à Naples, on a pu le voir exceptionnel à Naples, un peu plus en difficulté. On sait de quoi il est capable. C'est un joueur qui a déjà joué dans un pays étranger autre que le sien. Il est un peu bourlingué, il est encore jeune. Donc il coche plein de cases intéressantes et je trouve en plus qu'il est là pour franchir un cap, parce que le joueur qu'on a acheté, c'est pas encore un joueur extrêmement établi, qui a pas des références non plus exceptionnelles, mais qui a tout pour franchir un cap. Mathieu, ouais. Ça devrait... En fait, en gros, quand tout à l'heure, Marc nous disait, c'est ce genre de profil qu'il faut acheter. C'est-à-dire que c'est un joueur établi, c'est-à-dire qu'il a fait ses 100 matchs en Serie A, il a quelques références en Ligue des Champions. Ça devrait être le niveau minimum pour prendre un joueur du Paris Saint-Germain à ce prix-là. Bah oui, après tu sens qu'on a changé un peu quand même notre fusil d'épaule. On prend plus des joueurs. Avant, on allait chercher quand même des joueurs hors normes. Tu vois, quand c'était Neymar, Di Maria, c'était des joueurs de rayonnement international. Là, on prend des jeunes joueurs à très fort potentiel, mais
qui ont déjà prouvé des choses. Et ça, c'est vrai qu'on le faisait de moins en moins. Et je trouvais qu'on mettait de l'argent un peu sur des profils. Tu vois, Kolo Muani, on va toujours revenir à lui, mais en fait, il y avait trop d'interrogations sur Kolo Muani. C'était vraiment un pari complètement fou, à un prix délirant. Et en plus, avec un coach qui ne le souhaitait pas forcément. En fait, il y avait aucune raison de faire Kolo Muani. Et c'est vrai que là, on avait le sentiment qu'on avait perdu peut-être un peu le logiciel ou le nez dans les recrutements. Et je trouve que ce qu'on a fait l'été dernier, même si Safonov, c'est vraiment une interrogation à part, mais que ce soit Pacho, que ce soit Neves, que ce soit Doué, je trouve que déjà, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est capable de faire. Et si on continue sur cet ordre d'idées-là, avec peut-être de temps en temps un ou deux joueurs un peu plus établis, un peu plus vieux, qui t'encadrent tout ça, et ben on peut très très vite redevenir une très grosse équipe, parce que je trouve qu'il manque pas grand-chose à ce roster pour être extrêmement compétitant et extrêmement flippant quoi, pour les adversaires. Gvicha est l'un des joueurs les plus excitants du football mondial. Déclaration de Nasser Al-Khelaifi dans un communiqué du Paris Saint-Germain. De son côté, Kvaratskhelia annonce: c'est un rêve d'être ici. On m'a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j'ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs. Il portera le numéro 7 dans le dos. Je vous invite à aller chercher et gratter la photo de lui et de toute sa famille, de son agent en train de signer autour du... C'est que les agents. C'est que des agents, c'est c'est que pas la les famille. agents, les intermédiaires, et à droite de la photo, quand on la regarde, il y a le directeur juridique du Paris Saint-Germain, Grégory Durand. Et puis il y a un ado qui est là. Alors peut-être on parle pas de la même photo. Ah, il y a la photo où il est en train de signer le contrat sur la table. Ouais. Et en fait, il y a un ancien joueur de football qui s'appelle Christian Zaccardo. Ouais. Je crois qu'il est même international italien. Oui, il a fait la Coupe du Monde 2006. Voilà. Latéral droit. Qui était l'intermédiaire à Naples pour sa venue et qui était intermédiaire pour accompagner ses agents dans le deal. Et il y a même un intermédiaire qui n'était pas présent à la signature qui a fait le dossier aussi. Très bien. Voilà. En tout cas, cette photo est assez improbable. Un petit truc marrant, c'est que mardi soir, à Nice, il y avait l'avant-première d'un film qui s'appelle Brûle le sang, qui sort mercredi au cinéma avec Nicolas Duvauchel, qui est fait par un réalisateur niçois qui est géorgien, qui s'appelle Akaki Pokadze. Et donc, c'était l'avant-première à Nice avec tous les Géorgiens de Nice. Donc, c'est que des gros bébés. Ils font du judo, du MMA, ils ont les oreilles en chou-fleur. Ils te serrent la main, ils te cassent en deux. Et j'étais avec eux quand ils ont appris la signature et ils étaient comme des fous parce que c'est vraiment l'idole du peuple. Et ils m'ont dit avec leur accent, il va tous vous casser la gueule. C'est vraiment, c'est un joueur qui est adoré en Géorgie. Et pour eux, c'est vraiment une star incroyable. Ils étaient super contents de pouvoir le voir en France. Il l'appelle Gvaradona d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est le petit nom effectivement qu'il a. Est-ce que tu as fait la bise à Nico Duvauchel? Bien sûr, c'est la famille. Nico. Voilà, la famille, voilà, effectivement, on le salue. Et je sais qu'il nous écoute parfois dans ce podcast. Tu voulais rajouter quelque chose sur le dossier Kvaratskhelia? Je suis pas Je commence à le rentrer. Je suis pas un défenseur de la direction sportive du Paris Saint-Germain, mais je crois qu'il faut souligner un truc, c'est que en fait c'est un dossier qu'ils n'ont pas lâché, c'est un contact qu'ils n'ont pas lâché entre l'entourage du joueur et le joueur, qui à l'issue de l'été ou même pendant l'été dernier, en fait après la fin de non-recevoir adressé par Naples au Paris Saint-Germain, le joueur lui s'est vu adresser une prolongation avec un salaire assez conséquent pour Naples, très loin de ce que touche Osimhen, mais en fait il a refusé. Je pense que le PSG est resté au contact pour le rassurer, pour lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, s'il y avait une fenêtre de tir, ils iraient. Et en fait, le joueur a refusé tout simplement. Et je crois que c'est en n'acceptant pas cette prolongation de contrat, malgré un pressing de Naples durant des semaines, que finalement Naples s'est décidé à lui ouvrir la porte, tout en sachant que c'était la vente la plus facile à faire par rapport à Osimhen qui a un salaire conséquent et qui veut pas aller n'importe où. Puis il n'y a pas un marché des neufs fou. En fait, il y aura peut-être plus un marché des numéros 9 cet été que cet hiver. Donc c'est pour ça que ça s'est ouvert en fait pour Kvaratskhelia. Moi j'ai juste peur qu'ils nous fassent qu'ils veulent nous refaire au Paris Saint-Germain le binôme dès l'été prochain. Mais ça c'est un autre débat. On verra bien. Pourquoi pas. Voilà, la porte n'est pas fermée, je pense, sur cette histoire avec Osimhen. Les amis, voilà, ça c'était la partie mercato.
on va dire, riante. Et on va passer, après, on attaque City. Je vous le jure, il n'y a pas de souci. Je veux juste quand même qu'on revienne sur ce qui s'est passé vendredi. Information du copain, camarade et ami Loïc Tanzi, qui, dans les colonnes de l'équipe, nous a annoncé, et sur le web, nous a annoncé que le Paris Saint-Germain s'est mis dedans sur le transfert et sur le prêt de notre ami Randal Kolo Muani, le Randal Kolo Muani qui devait être prêté sur un prêt sec à la Juventus Turin. C'était un super deal, on a tous applaudi, on s'est dit waouh, très très bonne idée. Et là, le Paris Saint-Germain, semble-t-il, n'a pas vu qu'ils avaient déjà 6 joueurs prêtés à l'étranger et que tu ne peux pas en mettre un 7e. Tu as le droit à 7 en France de prêt et tu as le droit à 6 prêt à l'étranger. Est-ce que le Paris Saint-Germain est le seul fautif dans cette affaire? Et est-ce que ça, on a l'impression de revenir à l'époque Fournier et du fax, bien évidemment, sur cette histoire? Mathieu, quand tu as vu l'info, ça t'a rappelé des vieux souvenirs? Non, bah ça m'a pas étonné. Après, c'est vrai que le texte de l'UEFA, Culture PG, qui a fait un long trait sur ça, qui est la législation a changé 3 fois en 2 ans. Et en fait, il y avait un petit astérix et tu as un contingent de 6 joueurs à l'étranger, mais sont exclus les joueurs de moins de 21 ans formés au club. Et en fait, il y avait ces 2 conditions cumulatives qui n'étaient pas très claires au départ dans les textes. Et sachant que Xavi Simons est formé au club, il a plus de 21 ans, et que Cherendour a moins de 21 ans, mais pas formé au club. Et du coup, tu te retrouves dedans. Mais bon, les textes de l'UEFA, ils sont édités depuis un certain temps. Tu as un mec qui s'appelle Giuseppe, je sais plus son nom de famille, là, qui est apparemment en charge des joueurs en prêt. Il a que ça à faire. Pasquale Sensibilé. Voilà, on n'a pas 150 000 joueurs en prêt. Il a qu'un seul boulot à faire, c'est de vérifier les textes et être conformité et savoir si tu peux faire prêter. Et je trouve qu'on passe vraiment pour des amateurs, quoi. C'est aujourd'hui, bah voilà, moi je suis la Juve, bah salut, je le fais pas, je fais un autre joueur. Et puis là, en gros, tu as quelques jours pour liquider un de tes joueurs. Donc c'est soit Bernat, tu lui files les 5 mois de contrat restants et tu casses le contrat. Tu peux faire un peu pareil avec Sanchez, soit tu trouves un pigeon pour Ndour, sachant que Simone et Nordi Mouquet, ça semble compliqué. Mais je trouve que tu passes vraiment pour un club amateur. C'est pas normal que tu connaisses pas les règlements à la lettre quand tu n'as que ça à faire et que tu as 6 mois pour préparer ton mercato d'hiver. Et qu'en plus, tu voulais aussi prêter Skriniar et Asensio. Et quand tu nous fais croire que tu étais au courant des législations et que tout est sous contrôle, bah non, c'est pas vrai, c'est des éléments de langage. C'est juste que tu t'es retrouvé. C'est ce qui nous a été retrouvé le nez dans voilà. C'est ce qui nous a été glissé. Tu trouves le nez dans le caca par la force des choses, tu le savais pas, c'est tout. C'est ce qui nous a été glissé vendredi en nous disant on était au courant, mais en fait, en gros, la Juventus était un peu trop pressée sur le dossier. Après, c'est normal, tu vas pas dire bah non, on savait pas, on est des tocards, on n'était pas au courant qu'on pouvait pas prêter plus de 6 joueurs. Julie, ça fait pas sérieux. Bah non, ça fait pas sérieux. C'est vrai que ça fait un peu amateur. Et puis évidemment, et comme dit Matt, ils vont pas dire qu'ils étaient pas au courant parce que tu passes pour quelqu'un qui bosse pas ou je sais pas. Mais c'est après, je les vois pas dire oui non, on n'était pas au courant. Moi, j'avoue que j'étais déçue parce que je me suis dit, voilà, la superbe opportunité de... Il était top ce deal. Mais oui, il était bien pour Randal Kolo Muani, franchement. Il était bien pour nous aussi. Et pour nous aussi. Peut-être qu'il allait se relancer, que tu pouvais le rendre. C'était génial. Mais ouais, on allait s'en débarrasser. En plus, apparemment, ça filait tout droit. Tout le monde était d'accord, tout le monde était heureux. Et au final, tu tombes... Du coup, je sais pas, est-ce que ça va se décanter ou pas, cette histoire? Pour l'instant, c'est toujours en suspens. On nous laisse entendre des deux côtés qu'on est confiant. Qu'ils vont trouver une solution. Je vous le dis depuis tout à l'heure, ceux qui ne regardent pas en vidéo, qui sont tranquilles en podcast dans la voiture, qui sont peut-être dans un moyen de transport, en train d'écouter le podcast, je vous le dis tout de suite, il y en a un qui fait des signes, il me fait des signes, tac, tac, hop, hop. On se dirait dans un match de baseball, tu sais, où voilà. Monsieur Marc Méchénois, c'est à vous. Je boue. Ouais, je boue, je le vois bien. Non, mais moi j'ai une autre théorie, qui est que PSG savait, mais le PSG s'est manifesté à la dernière minute, une fois les papiers signés, pour pas que ça pète en fait. C'est-à-dire que ils ont laissé, ils ont avancé en connaissance de cause, et puis au moment où les papiers, parce que c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au moment où les papiers ont été signés, les papiers du prêt ont été signés, ils ont dit au fait ça va être pas possible parce que, il va falloir attendre parce que en fait on a atteint notre quota de prêt à l'étranger, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Donc si l'information avait été donnée un peu avant, est-ce que la Juve n'aurait pas été sur un autre profil, parce que les directions sportives et les travaillent en général avec plusieurs options,
Et donc, ils auraient certainement activé une autre option. Et les papiers étant signés, la Juve ne pouvait plus faire demi-tour. Donc, je pense que c'est une forme de négociation. Ça peut paraître une forme de braquage aussi. Mais c'est machiavélique ce que tu dis. Ouais, non, mais c'est le monde du football. Mais après, ce qui m'interroge, c'est qu'il va falloir trouver une solution très vite, parce que là, ça sera de l'amateurisme. S'ils ne trouvent pas une solution très vite, enfin déjà, ça la fout mal, mais s'ils ne trouvent pas une solution dans les prochains jours, ils ont assuré, la direction sportive a fait savoir au club de la Juve qu'ils trouveraient une solution d'ici mercredi. Parce que quand tu dis que c'est signé, parce que là, Randall, il peut pas jouer. Non, donc, il peut pas jouer. Il peut pas jouer, mais en fait, ils ont échangé les documents entre clubs, quoi. Après, tu peux pas l'adresser. Tu peux pas adresser à l'UEFA, quoi. C'est la Juve qui doit payer le salaire. Ouais. Oui, parce qu'en plus, donc là, en gros, la Juve, elle va payer le salaire d'un joueur qu'elle peut pas utiliser. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'ils ont acté les documents entre eux. Après, les documents, ils pourront pas passer devant l'UEFA, ils pourront pas passer devant la Ligue italienne. Donc à partir de là, le prêt peut encore péter. Voilà, il n'y a pas de souci. La Juve, elle peut dire, écoutez, nous, je sais pas, on est le 25 janvier, ça marche pas, vous n'êtes toujours pas trouvé de solution, on part sur autre chose, démerdez-vous avec votre joueur. Quoi. La Juve qui l'a mauvaise, hein, ils voulaient absolument, ils voulaient le mettre sur le terrain. Ils voulaient le mettre sur Milan, effectivement. Ouais. Ils ont battu Milan, mais ils voulaient le mettre sur le terrain déjà pour Milan. Et Thiago Motta a beaucoup œuvré, a pas mal discuté avec le joueur pour vraiment lui dire de venir. Et donc ils l'attendent. Et je pense que vraiment Motta a un vrai plan pour lui, sur lui, et de savoir comment il va jouer avec lui. Oui, Julie, tu veux réagir? Moi, j'ai une question pour Marc, du coup, selon ta théorie. Est-ce que c'est, vu qu'en plus, il est très désiré par Thiago Motta, est-ce que c'est pour forcer la vente dès cet hiver? Non, on peut pas le faire en prêt, vous êtes obligé de l'acheter? Je pense pas, parce que tout simplement, je pense que la Juve, s'ils avaient les moyens, ils auraient mis une option. Et ils n'ont pas les moyens de faire Ronald Colomwani. De sortir, on va dire 50 millions d'euros, c'est pas possible pour la Juve. Pour cette Juve-là, c'est pas possible. En tout cas, on va suivre, bien évidemment. Et lui, mais même le joueur, je sais pas dans quel état d'esprit il doit être là, mais imagine, ça se fait pas, comment tu le récupères? Bon, de toute façon, le coach, il compte pas sur lui, mais un joueur, tu voulais valoriser, là, tu vas bien le valoriser. Hein. Marc, pour terminer. Loïc a écrit aussi que, en effet, Loïc Tanzi a écrit en effet que Carlos Soler, c'était une des options les plus avancées avec West Ham, parce que, en effet, ça se passait, ces 6 premiers mois en Angleterre se passait bien avec Julen Lopetegui, mais Julen Lopetegui s'est fait virer il y a quelques jours. Et en fait, à l'intérieur du club de West Ham, pour expliquer qu'en fait ça devrait pas être un dossier qui va se régler très prochainement, le directeur sportif en fait avait un autre choix de coach que sa directrice générale, qui a choisi Graham Potter, et le DS avait en tête un entraîneur français, et il a été désavoué. Et donc, comme il a plus les coups des franches, à mon avis, la prolongation de Carlos Soler, va falloir attendre la confirmation, la levée d'options et prolongation de Carlos Soler, va falloir attendre un peu qu'il prouve sur le terrain avec le nouvel entraîneur, parce que le directeur sportif, il a plus les mains libres comme il l'avait avant. Ah, et ben voilà, comme ça au moins la piste. Moi, je sais que j'ai reçu des messages en disant pourvu de potes qui étaient là, mais pourvu qu'ils vendent Carlos Soler et vite. Alors, on était là, quoi. Cette histoire, ça m'a permis de remettre qu'il y a des gens qui étaient en prêt qui sont toujours là, en fait. Renato Sanchez. Mais moi, j'avais oublié N'Dour. Ah oui, c'est vrai. Et le N'Dour, effectivement, est toujours là. Oui. Il y avait un dernier truc à dire. Si cette théorie de le PSG s'est manifestée à la dernière minute pour forcer le prêt, entre guillemets, par ailleurs, et par effet domino, ça les met dans une position délicate pour aller négocier des levées d'options à droite à gauche, où les clubs vont savoir qu'ils sont dans un besoin d'urgence, et en faisant traîner ou pas, mais ils peuvent avoir des joueurs au rabais ou à des conditions très très avantageuses. Donc par exemple en disant
Bernat, on vous le prend gratuitement et puis vous lui donnez ses derniers mois de salaire. Je ne sais comment, mais c'est pas non plus si la théorie est celle-ci, le calcul n'est pas forcément très bon. Le calcul, il n'est pas bon, Kevin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui doit transpirer aussi, c'est Milan Skriniar, qui, lui, n'a pas d'autre choix que de partir, limite, en payant. Enfin, il faut que ça soit un transfert payant, parce qu'un prêt, il va être coincé, à part dans un club français. J'espère pour Paris. Enfin, j'espère. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais Paris se montre souvent très exigeant dans les conditions de départ. Danilo l'avait dit dans les colonnes du Parisien. On l'avait écrit cet été. Qu'en fait, à un moment donné, pour Danilo et sa dernière année de contrat, le PSG demandait 10 millions d'euros quoi, pour un mec qui a rendu des services, dont le club voulait plus, surtout, et voulait se séparer, à qui ça avait été signifié. Ils avaient des exigences très élevées. Bon, bah là, s'ils veulent faire un dernier défenseur, et ils veulent absolument que Skriniar parte, il va falloir se montrer plutôt conciliant. Allez, on fait la pause. Et surtout que l'ami Milan Skriniar, il vient d'avoir un enfant. Et je suis pas sûr que sa femme ou même lui, il a envie de bouger n'importe où. Alors qu'ils ont un nouveau-né dans les pattes. Moi, je pense que c'est ces joueurs-là que tu as eu gratuit, dont tu veux pas. Et ben, faut passer à la caisse. Sinon, eux, ils n'ont aucun intérêt à te faire de cadeaux. En tout cas, ça vient devenir une pouponnière, le Paris Saint-Germain, parce que je rappelle que on a aussi le Lucas Beraldo, qui est devenu papa cette semaine, le jour du match face à AS Pali. Cette fois-ci, on fait vraiment la pause dans 100% PSG, la tribune, le podcast de Ici Paris Île-de-France, et on se retrouve dans moins d'une minute pour parler de Manchester City. Infotrafic, musique et bonne humeur, le 16-19 de Ici, Paris Île-de-France. Bonjour à tous. Éric Bastien. Mais quel plaisir, on sera à vos côtés pour vous raccompagner sur la route. Je vous retrouve avec le sourire, des bons plans ici et des cadeaux à gagner à tout moment. Je compte sur vous. Ici, Paris Île-de-France, on fait la route ensemble de 16h à 19h. 100% PSG, la tribune. Julie Galap, Marc Méchénois et Mathieu Faure sont avec nous pour débriefer l'actualité du Paris Saint-Germain et pour parler de l'actualité à venir du PSG. L'actualité à venir, c'est mercredi, le match face à Manchester City, la 7e journée de la poule unique de Ligue des Champions. Manchester City, le grand Manchester, 22e de la poule unique avec 8 petits points. Et le Paris Saint-Germain, 25e, première équipe qui, si on s'arrêtait là, ne serait pas qualifiée avec 7 points. On a le Dynamo Zagreb devant nous, le PSV Eindhoven. Bref, ça te laisse... Il y a Stuttgart derrière nous. Ouais, Stuttgart derrière, effectivement, que tu joues le 29 janvier. Mais d'abord, on va parler du 22, d'accord ? On parle d'abord du 22 janvier. Et le 22 janvier, c'est donc Manchester City qui débarque. Et on se pose cette question, Paris est-il prêt pour ce grand défi qui est Manchester City, même si City, 4e de Première Ligue, gros passage à vide, de quoi se gratter le front et s'arracher de la peau du côté de notre ami Pep Guardiola qui en a un peu pété les plombs ces derniers temps, mais son équipe est repartie. Victoire, je vous l'ai dit en introduction, 6-0 face à Ipswich Town qui est dans les bas-fonds de la Première Ligue anglaise. Les amis, Paris est-il prêt ? Mathieu, je te pose la question. Je ne saurais pas te dire. J'ai l'impression que les soucis offensifs et les soucis défensifs qui ont fait qu'aujourd'hui on est 25e de la Ligue des Champions, ils ne se sont pas évaporés. On aura toujours un souci offensif et surtout en Coupe d'Europe. On prend toujours des buts casquettes ou sur le peu de temps fort de l'adversaire. Donc je ne sais pas si cette équipe elle a vraiment grandi depuis les matchs contre le PSV ou contre l'Atlético. La seule chance qu'on a eue, c'est qu'on a joué une équipe absolument abominable de Salzbourg qui était vraiment nulle et qui était parfaite pour se relancer. Mais là, avec la pression inhérente à ce match, le fait que c'est presque... si tu gagnes pas, t'es fini. Je suis incapable de te dire ce qu'on est capable de faire, mais je suis pas extrêmement confiant sur notre capacité à se transcender dans un match où tu es au bord du précipice, quoi. Pas confiant. Mathieu, Julie, toi, de ton côté, tout à l'heure, t'es... Non, j'ai hâte, mais je suis pas confiante. J'ai hâte parce que c'est la Ligue des Champions, mais je suis pas confiante parce que... en fait, là, tu es vraiment au pied du mur, même si j'ai l'impression qu'on a dit ça quasiment pour tous les matchs de Ligue des Champions du PSG cette saison. Mais en fait, il y a cet aspect mental, moi, qui est récurrent au PSG. Je ne sais pas comment ils vont se préparer, comment ils vont gérer la pression, même si c'est au Parc. On a déjà vu les Parisiens être pas bons au Parc en Ligue des Champions, surtout cette saison. Donc, en fait, l'aspect mental, pour moi, il va être primordial. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de caractère non plus dans cette équipe. Donc, est-ce qu'ils vont pas se liquéfier déjà dans le
dans le couloir, même si City a été un peu beaucoup en dedans en Première Ligue et aussi en Ligue des Champions. En fait, l'aspect mental, moi, comme souvent pour le PSG en Ligue des Champions, pour moi, ça va être primordial. J'ai hâte de savoir comment Luis Enrique va les préparer. Est-ce que ça va le faire? Mais les cadres, Marquinhos, pour moi, il n'a pas de personnalité, donc c'est même pas quelqu'un qui peut vraiment haranguer les joueurs. L'aspect mental, pour moi, ça va être le point le plus important. En tout cas, est-ce que cette équipe, est-ce que c'est le mental, Marc, qui va faire la différence? Et donc, effectivement, Paris semble moins affûté que des Foden, Gundogan ou Kevin De Bruyne. Je pense que mentalement, c'est la date qu'ils ont cochée, c'est celle de mercredi depuis le début de l'année civile. Et ils nous l'ont dit, en fait, ils nous l'ont fait comprendre dans les passages en zone mixte des joueurs, que ce soit Ousmane Dembélé, je ne sais plus qui d'autre en a parlé. Je sais que Luis Enrique, Didio en a parlé, Luis Enrique en a parlé. Donc peut-être que ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire une retenue, un manque d'investissement, c'est peut-être aussi la traduction d'une économie d'énergie mentale et physique en vue de ce match-là. Après, est-ce que, pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on est confiant, prêt? Dire que moi, à titre personnel, je suis confiant quand je vois cette équipe, ça serait être en contradiction avec le GMPA que j'ai exposé au début, c'est-à-dire que si ton exercice domestique est censé être l'espace de préparation, ton espace de préparation pour ce match, en fait, il ne te prépare pas du tout à ce match parce que le niveau n'est pas assez élevé. Et en effet, quand tu es poussé dans tes retranchements, il te suffit d'une petite accélération, d'un léger effort pour faire la différence. Or, quand on est en Ligue des Champions, c'est plus un léger effort qu'il faut faire, c'est un match plein sur 90 minutes. Et ça, le PSG le fait assez rarement. Paris sur 90 minutes face à City, Mathieu. Quand on regarde Gvardiol, Dias, on a du Haaland devant, bien évidemment, du Ederson. De Bruyne qui revient bien. De Bruyne qui revient bien, effectivement. Foden qui marche sur l'eau, pas marche sur l'eau, mais qui retrouve le chemin défilé. Il en a marqué 2 hier. Il en a marqué encore 2 aussi en milieu de semaine. J'ai l'impression que au niveau du favori, c'est quand même City. Le seul avantage qu'on a qui est majeur, c'est de jouer chez nous. Ça, tu peux pas le nier. C'est sûr que si on avait dû jouer la qualification à l'Etihad, ça rajoutait une immense difficulté en plus. Là, tu as l'avantage de jouer un club prestigieux dans un match coup près. Donc la motivation, normalement, elle doit être naturelle. Après, City joue aussi un peu son avenir. Donc ça va peut-être compliquer la donne. Mais c'est vrai que sur le papier, leur équipe, même si elle a moins tourné, t'as très peu de joueurs de chez nous qui seraient titulaires chez eux, alors que quasiment toute leur équipe chez nous est titulaire les yeux fermés. Donc c'est une équipe qui était championne d'Europe il y a 18 mois, qui vient d'avoir un joueur qui a gagné le Ballon d'Or même s'il n'est pas là, qui a quand même des joueurs extraordinaires. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est difficile. Et puis à chaque fois qu'on les a rencontrés en Ligue des Champions, à part la fois où on avait gagné en poule, ça s'est toujours mal passé. Donc je sais pas, je demande à être vraiment agréablement surpris d'une équipe concentrée qui a pas peur, qui est bien préparée. Comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'hystérie avant ce match. Mais bon, on n'est que lundi, le match est mercredi. Et puis on verra bien. Mais vu les matchs qu'on a fait contre le PSV et l'Atlético, je sais pas comment du jour au lendemain on arriverait à réussir à mettre un but en une demi-occasion alors qu'on n'a pas mis en 150 occasions, même quand il n'y avait pas de gardien et le but ouvert, quoi. 6 buts marqués pour le Paris Saint-Germain, 6 encaissés en 6 rencontres de Ligue des Champions. De l'autre côté, on a une équipe qui a quand même marqué 13 buts et qui en a encaissé 7 du côté de Manchester City. Dans les points forts, ou en tout cas les points à souligner pour le Paris Saint-Germain, toi tu retiendrais quoi, Julie, qui peut être à l'avantage du PSG? On parlera bien évidemment pas des corners pour le PSG sur cette rencontre. Les points forts, je sais pas, je dirais peut-être Luis Enrique. Parce qu'il connaît Guardiola. Après, le problème, en fait, ça peut être à double tranchant. Est-ce que Luis Enrique va s'entêter dans ce qu'il fait et qui ressemble beaucoup à ce que fait Guardiola, ou alors il va accepter de se renier un peu et de jouer en transition? Je pense que si ça joue un peu en transition et qu'on leur laisse plutôt le ballon,
peut-être qu'il y a une chance. Et encore, en fait, le PSG a montré tellement... C'est dur, un point fort quand même. En fait, on a montré tellement de lacunes, que ce soit offensivement avec tous les poteaux, les ratés, l'efficacité qui n'était pas là depuis le début de la saison. Et surtout, j'ai l'impression qu'au-delà de Gigio, la défense, elle est un petit peu friable avec Pacho qui est un peu en dedans, qui lit moins bien le jeu, que je trouve moins bon depuis quelques temps. En fait, je pense qu'il faut que Luis Enrique se renie peut-être un petit peu et laisse le ballon à City. Marc, tu veux réagir? Il se reniera pas. Ben oui. Il se reniera pas, on le sait. C'est pas un entraîneur, c'est pas le mindset, c'est pas de s'adapter, c'est d'adapter, c'est d'imposer à l'autre. D'imposer à l'autre son jeu, et en fait on va avoir un match avec une possession qui va être très, très disputée. Après, moi je voudrais aussi, il faut qu'on regarde aussi la manière dont City a géré son moment difficile, et je trouve qu'en coulisses ils ont fait passer aussi des messages importants. Il y a la prolongation de Guardiola dans cette période, ils ont prolongé Haaland pour 10 ans, enfin 9 ans quoi. C'est des signaux qui sont envoyés, qui sont importants, et ils font un recrutement aussi. Ils vont signer Marmouche de Francfort. Ils ont signé Kusanov. Alors moi, c'est une énigme pour moi. Kusanov à Manchester City, le défenseur central de Lens. Mais ça va. Acheter, juste les amis, acheter 100 000 euros, voilà, revendu 50 millions d'euros. C'est un truc. Je crois que c'est la plus belle affaire d'une vie. C'est dingue. Pour Lens. C'est dingue. C'est complètement. Bon, bref. Voilà, j'ai halluciné quand et je comprends pas d'ailleurs si vraiment c'est si fort, pourquoi nous on s'est pas placé dessus. C'est pas le profil. PSG. C'était pas le profil. Ouais. Moi j'aimais bien son côté un peu bourrin, quoi. Déménageur breton quoi. Tu vois, bam, ça partait dans. Je revois encore mon Gonzalo Ramos en train de s'imprimer la tête dans les balustrades. Après il y a des défenseurs à aller chercher. Mathieu veut réagir. Non mais je trouve que c'est un peu le même profil que Pacho, c'est-à-dire que tu mets une charnière. Kuchanov, Pacho, c'est deux bœufs qui cassent tout, mais tu relances pas, ils sont pas complémentaires. C'est un super joueur, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il est trop similaire dans ce qu'apporte Pacho pour miser sur une charnière avec les deux, où je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. Il faut plutôt un axe droit fin, relanceur, technique. Voilà, ton Kuchanov, tu l'as, c'est Pacho, quoi, en fait, déjà. Je suis complètement d'accord avec Matt. Et revenons à City maintenant. Et surtout, City, en fait, si Paris veut regarder du côté de City, il y a des défenseurs quand même centraux à l'appel. Et voilà, et je trouve qu'en fait, eux, ils ont plutôt bien préparé. Enfin, en tout cas, ils se sont remis la tête à l'endroit, aussi en ayant des résultats, mais aussi en annonçant certaines la prolongation, comme je l'ai dit, de Haaland et de Guardiola. C'est des moments forts pour ce club en coulisses, et l'annonce dans cette période compliquée, ça va aussi leur faire du bien. Juste rappeler quand même, parce que effectivement, c'est Manchester City, c'est un nom. On va juste rappeler, quand tu parles de période compliquée, on est quand même face à une équipe qui n'a gagné que 4 matchs sur ces 17 dernières rencontres. C'est pas non plus... voilà. Et puis quand tu disais ils ont marqué tant de buts, ils ont gagné 8-0 en FA Cup. Oui, contre Brentford, des trucs contre complètement... une toute petite équipe. Et puis là, ils ont gagné 6-0 hier contre Ipswich Town. Donc voilà, je suis pas sûr que ça soit le top Manchester City, mais ça reste une équipe solide, et une équipe comme ça qui a des références aussi importantes au niveau européen ces dernières années. Quand elle arrive dans un match coup près comme ça, je pense qu'elle va être très dangereuse. En écoutant Paul Choucriel et Jean-Luc Haribar sur Canal+ pour Ipswich Town, Manchester City, ils expliquaient vraiment par contre que cette équipe pouvait faire une première mi-temps exceptionnelle, ou en tout cas hyper consistante, mener 3-0 et exploser et terminer à 3-3, parce qu'en deuxième mi-temps, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Elle est vraiment... Et aussi à noter qu'elle peut très vite encaisser un but et se déliter, même si elle mène 3-0, un but, ça peut les plomber complets, et ils se regardent tous et s'énervent. Donc, toi, tu vois quand même des points positifs, des points que tu soulignerais qui peuvent être à l'avantage du Paris Saint-Germain, Matt? Pour revenir à ce que disait Marc, je trouve ce qui est vachement impressionnant, je trouve, de l'extérieur sur la période qu'a traversé City, c'est à quel point tu as senti une forme de sérénité, et ils ont jamais paniqué en fait dans cette période, parce qu'ils ont des fois ils ont enchaîné des défaites, 5-6 défaites de suite, ils se sont fait tamponner chez eux par
United, qui est une équipe cataclysmique. Enfin, ils n'ont jamais paniqué, ça n'a jamais parlé de virer le coach. J'ose imaginer la même période chez nous, avec l'hystérie qui est la nôtre, les médias qui auraient tiré à boulet rouge, sachant qu'ils ont un procès en plus au-dessus de leur tête. Enfin, j'ai eu le sentiment que le club était vraiment très solide sur les appuis. Et ça, c'est quand même un gage de sérénité quand tu joues une partie de ton avenir en Coupe d'Europe. Donc, pour moi, c'est l'équipe. On s'est souvent comparé au Barça, mais je trouve que c'est l'équipe dont le projet nous ressemble le plus et dont on doit essayer de s'inspirer. Et franchement, j'arrive pas trop à avoir de points extrêmement positifs parce que nos points forts sont souvent annihilés par leurs points faibles. Et je trouve que leurs points forts peuvent nous faire très mal, quoi. Quand tu vois les gabarits qu'ils ont sur coup de pied arrêté, les joueurs qui sont capables de tirer. On parle pas, mais ils ont un Savigno sur le banc, ils ont toujours un Bernardo Silva, t'as un Jérémy Doku qui peut rentrer, t'as Erling Haaland, peut-être il participe pas beaucoup au jeu, mais tu lui mets dans la surface. Enfin, ils ont quand même des forces létales que nous, on n'a pas en fait. Donc il faudra qu'on fasse un match parfait. Et est-ce qu'on est capable de le faire? Je sais pas trop. Doku d'ailleurs hier, après c'est que Ipswich, mais il a fait un gros match. Franchement, Oui. à gauche, il faisait ce qu'il voulait. Avec De Bruyne, ça marchait très bien. Donc Doku à surveiller aussi. À surveiller, mais il n'est pas normalement titulaire habituel. Hein, c'est ça. Et puis C'est à nous, gauche, il y a c'est la certitude, Grealish Ousmane. c'est Grealish à gauche. Ouais. Et donc en fait voilà. Oui, tu disais. Bah nous, on a la certitude de Ousmane Dembélé qui apparemment a une grippe. Non, après ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, parce que c'est sûr que franchement, si tu vas sans Ousmane, c'est pas la même chose, hein, parce que c'est lui pour le coup, ça peut être ton facteur X, parce que s'il est dans un jour exceptionnel, il est tellement imprévisible, il est capable de faire tellement de choses incroyables, et surtout qu'en ce moment, il était sur une bonne dynamique. Si tu as un très grand Ousmane Dembélé, je pense que sur un match, surtout à domicile, tu peux taper n'importe qui en Europe. C'est là. Mais si tu l'as pas, par contre, c'est différent. C'est là, Marc, où Luis Enrique, il faut quand même saluer son travail sur ce côté droit. Marquinhos, Hakimi. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des blessures diplomatiques ou est-ce qu'on a mis tout le monde au frigo très tranquillement parce qu'ils n'ont pas été à Espali dans le Bourbier, ils ne se sont pas fait Lens. Normalement, fraîcheur pour ce côté droit. Ouais. Après, est-ce que tu es sûr que Ousmane Dembélé va jouer à droite? Ah bon, si tu Voilà. commences à... Non, mais C'est des choses que l'on ne sait pas. j'en sais rien, non, j'en sais absolument rien, franchement. J'aime quand tu es mystérieux J'en sais comme rien, ça. j'en sais rien parce que je pense qu'en plus, vu l'indisponibilité d'Ousmane Dembélé, il n'a pas pu prévoir grand-chose à l'entraînement. Donc oui, à mon avis, il sera plus à droite parce que comme tu n'as pas pu travailler à l'entraînement les jours précédents, en termes d'automatisme, de repères, c'est plus compliqué. Donc ouais, Hakimi s'était mis au frais. Notamment à Espali. On sait qu'en Espagne, il a l'habitude de laisser des cadres. Les entraîneurs des grosses équipes ont l'habitude de laisser des cadres au repos sur les premiers tours de Coupe de France face à des clubs qui sont bien moins importants. Donc Espali, c'était le cas, même si t'as pris 2 buts. Et puis pour Ousmane, il y avait une petite grippe, mais non, ça rentrait dans l'ordre. Je pense que ce sera l'entraînement demain. Je sais pas si j'ai pas d'infos, mais je pense que ce sera l'entraînement. On rappelle que le Paris Saint-Germain, voire aujourd'hui, petite mise au vert pour le pas mise au vert, mais hier les joueurs ont eu un jour de repos, un jour off, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de recharger en tout cas les batteries. Est-ce que on parlait tout à l'heure de Paris joue son avenir, le PSG, c'est un point minimum. On est d'accord autour de la table ou c'est la victoire obligatoire, Julie? Pour espérer dans le calcul, c'est 4 points. Moi, ce que il faut gagner. Moi aussi, pour moi, il faut gagner. On a dit ça à tous les matchs. Mais oui, mais mathématiquement, il faut 4 points. Mais franchement, si tu gagnes contre City, déjà, tu n'arrives pas au dernier match. En plus, contre Stuttgart, qui revient plutôt bien, tu n'es pas en panique au moment d'aller à Stuttgart, qui, encore une fois, on va le dire, sur le papier, devrait être en dessous du PSG. Il va jouer Slovan Bratislava en plus. Ben voilà, c'est ça. Donc, en fait, non, il faut gagner. Pour moi, si le PSG ne gagne pas contre City... pour moi, tu as un pied et demi dehors parce que aller gagner à Stuttgart avec le contexte, encore une fois avec une équipe qui n'a pas non plus un caractère débordant, qui n'a pas trop de personnalité, tu gagnes chez toi et après tu es un peu plus serein pour te déplacer à Stuttgart. Le VfB Stuttgart qui est 4e, quand même, on se juste se le rappeler, 4e de son championnat. Marc, tu as levé la main et on va bientôt laisser le studio. On disait qu'il fallait gagner parce que Stuttgart sont en match plutôt facile à domicile. Je crois à domicile, à vérifier. Manchester joue le club de Bruges la semaine suivante. Voilà. Donc si après tu vas te farcir... En fait, je crois qu'on est à égalité de points avec Stuttgart, avec une différence
un goal average inférieur pour eux à celui du Paris Saint-Germain. Tout à fait, effectivement. Parce qu'ils ont ils ont pris une claque contre Dynamo Zagreb, je crois. Ils ont pris 4-5-1. Donc ils ont un goal average qui est inférieur au nôtre. Donc du coup contre Slovan Bratislava ils vont certainement gagner, ils sont favoris. Et moi je suis pas sûr que quand tu vas à Stuttgart qui va être en position, qui va devoir faire un résultat pour se qualifier, ça va être aussi un match très très compliqué là-bas. Donc autant pas arriver avec les jambes qui tremblent et faire le boulot dès mercredi. Dès mercredi, ce sera à suivre sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France. Cette rencontre entre le PSG et Manchester City, on en reparlera bien évidemment dans nos éditions et vous pourrez nous suivre de 20h à minuit pour cette rencontre, émission spéciale à suivre sur notre antenne. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, des commentaires sur les vidéos, bien évidemment, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube France Bleu, et puis sur les téléchargements, vous n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des commentaires là aussi. Ça donne de la force. On a changé de vignette, je vous le dis. Désormais, c'est ma gamelle, là, comme ça, ma bobine, en photo. Ne soyez pas surpris, c'est plus le Parc des Princes. Voilà. En tout cas, 100% PSG, la tribune, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et on se retrouve, merci bien évidemment à Julie, à Marc et à Mathieu pour ce très bon moment passé ensemble tous les quatre, et nous on se retrouve jeudi pour le débrief. On débrief bien évidemment la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Je sais, je pousse un peu, voilà, j'exagère peut-être un petit peu. On croise les doigts bien évidemment pour le PSG. À suivre sur notre antenne. On se donne rendez-vous mercredi à 20h pour cette rencontre de très haut de tableau en Ligue des Champions.